plan sanitaire du changement climatique, on va les parcourir rapidement. Les espèces animales migrent avec les conditions qui leur sont favorables. Donc les moustiques migrent, donc les vecteurs de maladies migrent. Donc c'est particulièrement prouvé pour les espèces Aedes, Aegypti et Albopictus, qui sont des vecteurs de quelques virus comme la dengue, le Zika et le chikungunya. Et donc ce papier de 2019 faisait des prédictions en disant donc les moustiques tigres seront en France plusieurs mois par an en fonction du réchauffement, etc. Et en fait, la réalité a dépassé les modélisations. Et je ne sais pas si vous avez suivi ça parce qu'on était en 2023, à l'automne 2023, mais eh bien, les premiers cas de dengue autochtones ont été identifiés à Paris et l'été dernier, les premiers cas de West Nile autochtones ont été identifiés à Paris. Ça veut dire des gens qui n'ont pas voyagé, qui ont été piqués par des moustiques en Île-de-France et qui ont acquis cette maladie virale. On s'attend à des maladies vectorielles liées à l'eau, les bactéries migrent aussi, ça c'est un très beau papier qui vous montre la migration de Vibrio vilnificus, qui est dans des eaux salées un peu stagnantes, qui était avant que dans le golfe du Mexique, vous me permettrez de l'appeler encore le golfe du Mexique, et on voit avec les années qu'on en a trouvé progressivement de plus en plus au nord. C'est une bactérie extrêmement pathogène, et quand vous avez une plaie, ça donne des cellulites nécrosantes, à tel point que en 2022, je crois, de mémoire, il y a eu énormément de cas avec 25 décès sur la côte américaine, et que le CDC a émis une alerte en disant « ne vous baignez pas si vous avez la moindre égratignure, tatouage récent, etc. » parce que attendez octobre pour qu'il fasse plus froid. Et donc les baignades étaient encore permises entre octobre et mai, ce qui est peut-être moins sympathique. Voilà, du vibrio, il y en a dans la mer Baltique essentiellement, un peu la mer du Nord, donc pour des collègues qui travaillent ici vers Dunkerque, vous pouvez avoir conceptuellement ce genre de situation. Et vous voyez qu'au cours des années, eh bien, la surface qui est exposée à ces bactéries augmente. Peut-être quelque chose qui concerne plus les pneumologues, les asthmes de tonnerre. Je ne sais pas qui, en levant la main, qui a déjà entendu parler de ça. Moi j'ai découvert très récemment. Oui, je vois que c'est quelque chose que vous connaissez. Alors c'est un phénomène qui est antérieur au changement climatique, mais qui est aggravé par le changement climatique, qui augmente les concentrations de pollen dans l'air. Donc il y a plus d'allergies de façon générale. Mais quand il y a un phénomène météorologique d'une dépression brutale qui survient alors qu'il y a plein de pollen, toutes les particules de pollen descendent en altitude et donc se concentrent et développent des crises d'asthme très aiguës. Voilà l'exemple de Melbourne en 2016, où ils ont eu 3300 quand même consultations aux urgences dans la ville de Melbourne. Vous voyez ici le graphique des appels d'ambulance heure par heure lors de cette journée en rouge, et puis la veille et la moyenne en bleu. Et puis pour ce qui concerne ma spécialité, 35 patients hospitalisés en réanimation la même nuit. Et donc, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais trouver 35 000 réanimations dans une ville, c'est pas forcément très simple. Et 500 patients hospitalisés, soit une augmentation de 1000% de la norme habituelle. Alors, en vrai, moi qui suis réanimateur, ça c'est des choses qui sont plutôt pas dérangeantes, quoi. Des nouvelles maladies, quelques dingues graves à traiter, on n'en a jamais vu. Voilà. En fait, on connaît nos collègues des Antilles, ils traitent déjà ça. C'est évidemment pas drôle pour les patients et les familles, mais on est dans le registre de ce qu'on connaît. Les conséquences indirectes sanitaires qui sont beaucoup plus problématiques et beaucoup moins drôles, c'est le fait que les rendements agricoles vont diminuer. Vous voyez ici le deuxième rapport du GIEC sur les impacts. Alors les figures du GIEC sont souvent avec 2-3 entrées, donc là il y a 3 signaux. La couleur, c'est la certitude scientifique. Le plus ou le moins, c'est est-ce que c'est orienté à la hausse ou à la baisse. Ne cherchez pas de plus, il n'y en a pas. Et puis vous avez les différentes régions du globe. Et globalement, vous voyez que sur l'ensemble des rendements agricoles, ça peut être stable dans certaines régions, il n'y a pas de problème avec ça. Mais globalement, la tendance est à la baisse. Et donc les pertes agricoles qui sont représentées par les cercles de couleur, là, s'accélèrent de plus en plus au cours des décennies. Et ça, l'insécurité alimentaire, par contre, c'est quelque chose qui est extrêmement déstructurant sur le plan des sociétés. Enfin, last but not least, je vous ai dit que, et vous le savez, quand on fait fonctionner nos muscles, on dégage de la chaleur. C'est très très bien quand il fait moins de 35 degrés, ça nous aide à maintenir homéotherme, et quand il fait plus que 35 degrés, on doit perdre de la chaleur pour rester homéotherme toujours. Pour ça, quand il fait plus que 35, on a un système qui s'appelle la sudation, puisque
Suer est une réaction endothermique, donc qui consomme de la chaleur. C'est comme ça qu'on se refroidit quand on sue. Et si vous avez fait du sport l'été, vous voyez bien de quoi je parle. Qu'est-ce qui se passe? On sue et l'eau s'évapore. Et donc elle est renouvelée à nouveau par de la sueur. Mais s'il y a 100% d'humidité dans l'air, votre eau ne peut plus s'évaporer. C'est aussi un principe de physique assez simple à comprendre. Et donc quand il fait plus que 35 et qu'il y a une humidité à 100%, faire une activité physique quelle qu'elle soit met en jeu votre pronostic vital, vous êtes à risque de coup de chaleur. Et lorsqu'on modélise, comme dans ce papier de Nature Climate Change, les zones où ces conditions-là vont être réunies, on obtient ces cartes. Alors la carte ici, ne la regardez pas, c'est la pire de toutes, mais c'est un scénario où on augmente encore les émissions. La trajectoire actuelle est plutôt celle-là. Et donc on obtient un résultat qui est que sur la bande équatoriale, plusieurs dizaines ou centaines de jours par an, les conditions ne sont pas compatibles avec la survie d'Homo sapiens sapiens comme espèce biologique. Voilà, c'est ça le résultat brut. Ce qui veut dire que les gens ne vont pas rester là. Et avec tout ce que je viens de vous raconter, vous comprenez que, sans nul doute, on s'attend à des migrations climatiques massives. Elles ont déjà commencé, mais elles sont encore très limitées. On est à 1,5 degré, même pas tout à fait. La Banque mondiale, qu'on ne peut pas suspecter d'écologie intégriste, modélise, alors c'est évidemment hyper compliqué à modéliser, elle modélise entre 30 et 140 millions de migrants climatiques d'ici 2050. 30 à 140. Pour rappel, c'était moins de 10 quand on a eu les crises en Syrie et au Liban avec la guerre civile. Et vous voyez que ces chiffres-là, ils peuvent être diminués par soit des politiques plus inclusives en termes de développement économique ou des politiques de décarbonation que la Banque mondiale appelle climate friendly. Je ne sais pas si le climat a envie d'être ami avec nous ou pas, je pense qu'il s'en fout, mais ça vous permet de diminuer beaucoup la pression migratoire, évidemment, si les gens ont à manger et vivent dans des zones où on peut encore vivre.